Bonjour tout le monde, bienvenue dans La nature de l'enfance. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Dans l'épisode qu'on vient d'enregistrer, vous allez entendre une super belle discussion que j'ai eue avec mon ami Jean-Baptiste Audoux. Vous l'avez peut-être écouté dans le premier épisode sur le jeu et ses différentes approches. Jean-Baptiste, il faut que je me force pour dire son nom complet. JB est un papa, un enseignant de formation et un conseiller pédagogique. Son approche est vraiment justement basée sur le jeu et il porte une attention toute particulière à garder l'enthousiasme et l'émerveillement chez tous les enfants qu'il côtoie et j'ai presque envie de dire chez tous les adultes qu'il côtoie aussi. Alors, c'est le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, c'est l'émerveillement, l'enthousiasme. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça a le même rôle? Quel rôle ça peut jouer dans le développement de nos enfants, dans leur éducation en général? Quelle posture d'adulte on peut prendre pour soutenir ça? Alors, c'était vraiment une super belle discussion de cœur. Je pense que vous allez sentir à quel point on a du plaisir à jaser de ce sujet-là et à jaser ensemble. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute et au plaisir d'en reparler avec vous. Salut JB! Salut Anne-Marie! Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Merci d'être là ce matin. Ça me fait plaisir. Et en plus, c'est ça, je te racontais tout à l'heure, ça fait 6 mois aujourd'hui, là, la date de l'enregistrement, que le podcast est lancé. Alors, je continue comme j'ai commencé. Tu as été mon premier invité. Fait que, invité numéro 1 et fan numéro 1, quand même! Alors, je suis super contente que tu sois là pour une deuxième fois. Merci à toi, ça va être une belle discussion, je pense. Ouais, on a toujours bien du plaisir à jaser. Fait que là, on va le partager avec le plus de gens possible. Oui, exact. Donc, je vais te représenter quand même au cas où il y a des gens qui ne te connaissent pas ou ne l'aient pas vu ou n'aient pas écouté le premier épisode. Alors, au-delà d'être mon ami, parce qu'il faut le dire, là, j'ai un petit faible là, aujourd'hui, c'est pour ça que tu es encore là. Tu es un papa. Tu es un enseignant au primaire de formation, mais actuellement, tu travailles plus comme conseiller pédagogique. Oui, exact. Tu as vraiment une approche basée sur le jeu. Puis, un amour particulier pour la littérature jeunesse aussi, ça se sent dans les différentes choses que tu proposes. Oui. Est-ce qu'il manque quelque chose à ton CV? Non, le plaisir d'apprendre, c'est pas mal mon mantra, le leitmotiv qui m'habite. Fait que je suis content. Le sujet, là, tu l'as pas dit encore, mais le sujet dont on va parler, c'est pas mal dans mon quotidien. Ouais. Fait que je suis content d'être avec toi pour discuter de ça. Donc, on va parler de l'émerveillement. Donc oui, évidemment, quand on a le jeu au cœur de notre approche, puis le plaisir d'apprendre, on va nécessairement s'intéresser à l'émerveillement. C'est cool que le premier épisode qu'on ait fait soit sur le jeu, puis qu'on revienne pour parler de l'émerveillement, parce que le lien est tellement, tellement, tellement fort. Puis je pense qu'on va essayer d'un petit peu de démystifier comment l'un et l'autre se nourrissent, mais c'est comme une suite logique, là, une part 2 nécessaire pour avoir un portrait global de la force du jeu. Tout à fait. Parce que déjà, quand on en jasait, pour toi, l'émerveillement est un peu synonyme de enthousiasme. Ouais. Pour moi, c'était autre chose, mais justement, je pense que même ma définition à moi va continuer de grandir à travers la discussion d'aujourd'hui. Si je te demandais, c'était quoi ta définition ou une définition pour toi de l'émerveillement? En fait, émerveillement et enthousiasme, ça dépend ce qu'on lit dans les livres qu'on lit ou la littérature qu'on consulte. Des fois, ça s'entrecoupe, tout ça. Le livre « Cultiver l'émerveillement » que tu as apporté, qui nous a donné le goût de faire cet épisode-là, nomme vraiment émerveillement, mais quand on lit des choses un peu plus au niveau des neurosciences, des choses comme ça, c'est souvent le mot enthousiasme qu'ils utilisent, mais on va voir un petit peu qu'il y a une espèce de lien. Tu m'as demandé ma définition un peu de l'émerveillement. L'émerveillement, puis tu pourras me donner ta version à toi. Pour moi, c'est une espèce de bougie d'allumage. C'est une espèce... L'émerveillement, c'est ce qui fait naître les pourquoi. Ouais. Catherine Lécuyer le mentionne, c'est ce qui fait naître les pourquoi. Et une éducation qui ne répond pas au pourquoi
et pas une éducation. Donc, on voit à quel point c'est riche. Comment cet émerveillement-là qui fait naître des pourquoi peut être utilisé pour que ce qu'on propose comme cadre éducatif réponde à ces pourquoi-là. Fait que c'est vraiment notre grosse bougie d'allumage qui parle le désir un petit peu d'apprendre, de porter un regard différent sur son monde. Ah, OK. Fait que, est-ce que dans un monde d'éducation, justement, est-ce que tu as l'impression qu'on part de ça en ce moment? Ben, on va sûrement pouvoir en parler. Je ne suis pas certain qu'on part tout le temps de ça. C'est aussi assez complexe de combiner une pluralité d'émerveillement, de sources d'émerveillement quand on parle d'un contexte scolaire. Mais là où je trouve que l'enthousiasme vient nuancer un petit peu le portrait, c'est que si on dit que l'émerveillement, c'est notre bougie d'allumage, je trouve que l'enthousiasme, c'est la petite flamme qui demeure, mais qui est tout le temps là, qui est constante, puis qui des fois s'allume, des fois s'éteint, mais elle s'éteint jamais complètement, elle est toujours là, et elle nous motive vraiment à agir, à approfondir. Ouais. C'est pour ça que les deux s'entremêlent. Tu m'avais donné l'autre fois l'exemple d'un lever de soleil. Ouais. On peut s'émerveiller devant un lever de soleil. Mais l'enthousiasme, c'est ça qui va te faire lever à 3 heures du matin, monter la montagne pendant 2 heures pour aller voir le lever du soleil à 5h30. Fait que l'enthousiasme, c'est vraiment... Puis là, je vais voler la formule à Red Bull. Tu vas te commanditer. C'est vraiment ce qui donne des ailes. C'est vraiment ce qui rend l'effort fluide. C'est vraiment ce qui rend l'effort simple parce que nécessaire pour partir à la rencontre de ce sujet d'émerveillement-là. Oui. OK, ouais, c'est ça. C'est que pour moi, l'émerveillement, c'était comme, comme tu le dis, là, la bougie d'allumage, mais c'est comme un moment vif, là. Puis c'est pour ça que l'image du coucher de soleil ou du lever de soleil, du wow, d'un moment où tu penses plus à rien d'autre que ce que tu es en train de vivre là. Pour moi, ça représentait l'émerveillement. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est l'exemple que tu viens de donner, je trouve, fait vraiment bien la distinction entre le fait que l'enthousiasme englobe la motivation puis le désir de poursuite un peu, là, tu sais, la quête que tu vas avoir ou que l'émerveillement va avoir créé. C'est tout l'enthousiasme que ça va mobiliser pour atteindre cette quête-là. Oui. Exact. Puis cet élan, donc on a dit que c'était un élan, un facilitateur, l'enthousiasme, chez le jeune enfant, ben, c'est à peu près aux 2 ou 3 minutes qu'il, je veux dire, subit de façon positive cet élan d'enthousiasme-là. Puis c'est ça, clairement, qui fait qu'après une journée, à avoir joué, il est brûlé, et là, il voit un bâton au bout, là, puis... Il marchait plus, là. Il voulait que tu le prennes dans les bras, puis là, il fly jusqu'à son bâton parce qu'il y a un élan d'enthousiasme qui lui donne des ailes. Alors, c'est une force inouïe en termes d'apprentissage. Ça donne une espèce de moteur, un élan incroyable. Et ce qui est beau, c'est que c'est l'état naturel de nos enfants. Ouais. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils l'ont naturellement. Naturellement. Ils sont biologiquement faits et construits pour réagir de cette façon-là à l'environnement dans lequel ils vivent. Puis, si on refait des liens avec ce qui avait été dans le jeu, on avait dit qu'il y avait une espèce de base un petit peu naturelle au désir de jeu. Bien, cet enthousiasme-là, cet émerveillement-là a une raison aussi en termes de survie. L'enfant plonge dans un monde qu'il ne connaît pas. Forcément, il doit... mettre en évidence des trucs qui le surprennent. Hein, l'enfant qui fait tomber son... On va reprendre des exemples qu'on avait nommés dans le premier épisode, qui fait tomber son cylindre ou qui fait rouler son cylindre. Il est curieux, il est émerveillé de voir que, voyons, il y a une conséquence logique quand je fais ça, mais il apprend les lois de la physique dans son monde. C'est cet émerveillement-là qui fait en sorte qu'il a le goût d'aller un petit peu plus profondément puis de voir un petit peu, pourquoi? Hein? Il fait émerger les pourquoi, mais maintenant, je veux aller comprendre ce pourquoi-là. Fait que cet émerveillement-là, cette curiosité-là, c'est vraiment la base de tout apprentissage. Puis en fait, même l'enthousiasme, c'est tellement fort que quand on lit des choses sur les neurosciences, il le compare à l'engrais du cerveau. OK. C'est capoté. C'est l'engrais du cerveau. Ça veut dire que l'enthousiasme, puis là, je ne rentrerai pas dans les explications, là, mais ils le décrivent un petit peu comme un cocktail de neurotransmetteurs qui fait en sorte que ton cerveau est placé dans les conditions optimales pour apprendre.
Fait que essayons maintenant de faire une éducation sans enthousiasme, sans émerveillement. C'est pas facile. C'est pas facile. Puis en fait, apprendre sans émerveillement, on a une capacité de rétention d'informations infiniment plus faible. Donc, l'enthousiasme joue sur notre capacité à la rétention d'informations. Wow. C'est fou, hein? Ouais, c'est ça. Je te regarde la bouche ouverte. Ah ouais, c'est tellement intéressant. Fait que dans le fond, on va quasiment un peu à l'encontre de ça. Tu sais, quand on stoppe ou qu'on... Tu sais, je pense juste là à nos cocos qui veulent venir nous montrer, nous parler. Ou tu sais, des fois, on est en temps qu'on jase entre adultes, puis là, il y a un enfant qui arrive, puis comme, viens voir, ou j'ai quelque chose à dire, Puis tu sais, ça peut pas attendre, là. Ils sont incapables de ralentir cet enthousiasme-là. Fait que c'est un peu nous qui le faisons. Mais après ça, on se demande pourquoi ils manquent de motivation en apprentissage ou rendu à l'adolescence, tu sais. Alors, il y aurait comme une réflexion à se dire, il faut faire attention pour continuer de réagir positivement à cet enthousiasme-là. Ouais, c'est vraiment la denrée la plus précieuse, parfois encore trop rare, quand on parle d'apprentissage. C'est vraiment une mine d'or en termes d'apprentissage qui rend l'apprentissage fluide. C'est le rêve de tout pédagogue de faire en sorte que ce qu'on apprend colle. Ouais. Puis cette qualité d'apprentissage-là, ou cette qualité d'enthousiasme-là que l'enfant ressent aux 2-3 minutes, bien, l'adulte moyen le ressent 2-3 fois par année. Hey! Il y a même des firmes spécialisées qui sont engagées par des compagnies pour faire une espèce de psychanalyse des employés, puis faire « Hey, comment ça, ils sont plus motivés? » Puis comment ça, qu'est-ce qui pourrait les enthousiasmer à aller travailler? Fait que cet enthousiasme-là, une fois qu'il se perd, il est dur à retrouver aussi. Il est dur à trouver, puis on veut le rechercher. Ouais. C'est pas pour rien que ça fait du bien à ce point-là de fréquenter des enfants, parce qu'ils ont un enthousiasme qui peut-être nous échappe. Vraiment. Puis ce qu'on apprend quand on lit un petit peu là-dessus, c'est que l'enthousiasme peut se propager de différents sujets. Mais quand il s'éteint en général. C'est ta qualité, c'est ta capacité à t'enthousiasmer en général qui diminue. OK, fait qu'on n'arrête pas nécessairement... On n'arrête pas de s'enthousiasmer, mettons, tu sais, les enfants, ils s'émerveillent devant les fleurs qui poussent d'un crack, là, au de trottoir. Fait que là, leur enthousiasme ne s'éteindra pas uniquement sur les fleurs qui poussent d'un crack. C'est leur capacité générale à porter un regard enthousiasmant sur leur monde qui diminue. Ce qui fait en sorte que quand ils arrivent au secondaire ou quand on est adulte, ça nous surprend de voir cette énergie-là enthousiasmante des enfants. Parce que nous, c'est quelque chose que malheureusement, c'est peut-être éteint. C'est fou, c'est Saint-Exupéry là, qui disait que toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais que peu d'entre elles s'en souviennent. OK, c'est beau. Puis, tu sais, en baignant dans le monde de l'enfance, quand on est des enseignants ou des choses comme ça nous fait tellement du bien, je trouve, parce que on baigne dans cette énergie-là, justement, puis on se reconnecte un petit peu avec l'enfant intérieur qu'on avait. Fait que... Oui. Mais est-ce que tu penses, c'est ça, qu'en ce moment, dans le style de vie qu'on a, les enfants ont encore le temps de s'émerveiller? Bien, si on part du principe que ça va de l'élan naturel s'émerveiller, c'est questionnant de se dire « Hey, je vois putain qu'il s'émerveille, mon enfant. Je vois putain qu'il s'enthousiasme sur différentes choses. » Parce qu'encore une fois, quand ça s'éteint de façon générale. Puis rehausser ça, c'est quand même assez complexe. Oui. Mais effectivement, il y a clairement des choses, une approche qu'on peut faire qui fait en sorte que, hey, on pourrait remettre à l'avant-plan l'enthousiasme de l'enfant. Comment on le ferait, ça? Bien, il y a quelque chose de beau avec l'enthousiasme. C'est que c'est super contagieux. OK. C'est pas le sujet d'enthousiasme qui est contagieux, c'est la qualité.
Fait que c'est comme l'attitude, ce qu'on dégage quand on est enthousiaste. C'est comme ce qu'on dégage, effectivement. À côtoyer des gens enthousiastes, on devient enthousiaste. Pas sur les mêmes maudites affaires qu'eux. Moi, si tu tripes sur les champignons, je triperai pas sur les champignons, je t'annonce ça tout de suite. Sauf que la façon dont tu vas parler d'enthousiasme, ce que tu vas dégager dans ta façon d'être, dans ta posture, ce que tu vas dégager par rapport avec ton enthousiasme, ben moi, ça va donner le goût de me connecter à mon enthousiasme. Donc, on a là, je pense, une espèce de levier qui permettrait de dire, entourons-nous donc de personnes enthousiastes. Mm-hmm. Tu sais, si on prend Jay, là, notre gars de son, il pensait pas qu'on allait y parler, là, probablement qu'il est vraiment, vraiment enthousiaste sur tout ce qui touche les micros. Il doit triper à lire sur les affaires de fil, les meilleures moumoutes, les trucs comme ça. Puis il doit passer des heures à lire là-dessus. C'est ça? Ben, c'est ça? Probablement que les mêmes textes, si je te demandais de les lire, on serait pas mal proche de la souffrance pour toi. Effectivement. Oui, pas loin. Puis si, curieusement, je te disais, tu vas lire ce texte-là, puis après, je vais te mettre une note là-dessus, ben peut-être que... Ouais. OK, tu finirais par le faire, mais après la note, là, tu flusherais ça de ta tête. Ah ouais, je te vois. Donc, en termes scolaires, c'est tellement une richesse, puis... J'aime beaucoup la phrase de Charles Cahouette, que tu connais, là, qui, je pense, qui lui, qui est un peu l'instigateur des écoles pas démocratiques, mais alternatives au Québec, qui dit la différence entre un bon et un mauvais élève, c'est que le bon élève va oublier le contenu de l'examen 3 semaines après, le mauvais 3 heures avant. Ouais. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qui reste? C'est ça. Et puis ça, on a toutes des traces de ça. On a passé combien de temps à l'école? 10, 15, 20 ans pour certains sur les bancs de l'école. Puis il nous reste plus grand-chose de ce qu'on a appris. Ce qui nous reste, c'est probablement des choses qui se sont connectées avec notre enthousiasme. Ouais. En termes d'apprentissage, c'est tellement, mais tellement riche. Puis il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'avec les jeunes enfants, il y a un facteur de plus qu'on peut rajouter qui est vraiment intéressant, qui est celle du lien. Ouais. Si on prend, mettons, les dinos, là, un enfant de 2 ans qui va triper ses dinos, il risque de... si on fait notre chemin, là, il risque de s'émerveiller. C'est quoi ces grosses patentes-là? C'est donc bien cool. Il va être porté par une espèce d'enthousiasme, puis qu'est-ce qu'il va faire avec cet enthousiasme-là? Il va le transformer en jeu. Ouais. Parce que le jeu, c'est la réponse naturelle au débordement d'enthousiasme de l'enfant. Il va jouer pour combler cet enthousiasme-là, pour répondre au pourquoi que l'émerveillement a fait apparaître. Mais il n'apprendra pas tout seul. C'est là que ça va te prendre un adulte bienveillant, avec qui tu as un lien fort, qui va venir te nommer, hey, ce dino-là, là, c'est le pachycéphalosaure. Ce dino-là, c'est le diplodocus. Ce dino. Et curieusement, l'enfant qui a 2 ans, qui sait à peine parler, va se rappeler de ces noms de dinosaures-là, de dinosaures-là imprononçables, la preuve, hein, pour un méchant long bout dans sa vie. C'est clair. À quel point le cerveau est fort quand il est dans les conditions optimales. Ouais. Puis c'est vrai, on est impressionné de voir... On voit nos enfants de 3-4 ans qui connaissent le nom des dinosaures. On est comme, mais voyons, on n'a presque rien fait. On joue, puis il retient tous les noms. Puis on arrive au primaire, puis ils sont pas capables de retenir les tables rendus en 6e année ou quelque chose comme ça, parce qu'ils sont pas dans le plaisir ou parce qu'il n'y a pas de sens relié à ça ou pas nécessairement l'attachement relié à ça. T'sais. Exact. Puis en plus, si on y va dans l'autre sens, si on prend les 6 racines de l'attachement, d'aller chercher un point commun, ça vient bâtir l'attachement. Fait que si, en tant que parent ou en tant qu'éducateur, on prend le temps puis on dit hey, « moi aussi, je trippe à apprendre les dinosaures, c'est donc bien cool, telle affaire. » Là. L'enfant, il se connecte réellement avec l'adulte qui intervient auprès de lui. Fait que le fait de s'arrêter pour jouer avec enthousiasme va nourrir l'apprentissage puis va nourrir le lien d'attachement. Tu sais. Ouais, j'adore la façon dont tu l'expliques. Ça rappelle ce besoin-là de s'asseoir avec notre enfant, puis quand on dit que l'enthousiasme... Là, je suis fatigué des accords, là. C'est un nom, c'est un adjectif. La qualité de l'enthousiasme, c'est ça qui se propage, mais c'est exactement ça. Tu vas pas plus triper ces dinosaures. Sauf que... Ouais. Puis,
en m'en venant. Tu tripes à triper avec ton enfant. Je tripe à triper. C'est ça. Je me surprends, puis avec ma blonde aussi, à être des fois émue devant des canalisations qu'on voit qui apparaissent des chantiers en construction, parce que je sais que mon garçon, il aurait capoté là-dessus. Sa qualité d'enthousiasme c'est vrai. est contaminée. Ben oui, l'autre fois, j'étais juste avec mon chum, j'ai dit de regarder un avion. Parce que d'habitude, c'est mon fils Parce qui que ton garçon... mais c'est ça a cette force-là d'enthousiasme. Ouais. Et je crois que quand on arrive dans un contexte scolaire où on fait affaire avec une pluralité d'enthousiasme, chaque élève est ému par son espèce d'enthousiasme personnel. Tu as une vingtaine, des fois 25, puis des fois même 30 ou plus enthousiasmes devant toi. On peut pas répondre à tous ces enthousiasmes-là. Sauf que si on sait que la qualité d'enthousiasme se propage, ben peux-tu faire en sorte, toi, comme enseignant, d'être enthousiasme au maximum, puis après d'offrir une structure où les petits enthousiasmes peuvent pousser puis fleurir à leur façon. Donc, c'est tellement bon, ça, parce que quand tantôt tu l'as nommé, je me disais comment qu'on fait avec 26, comment qu'on fait avec 30 élèves. On peut pas répondre nécessairement au sujet d'intérêt de chacun. Exact. Mais le projet, c'est les dinosaures, c'est les champignons, c'est les machines. On le fait une fois dans l'année, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas toujours en train de suivre l'intérêt de chacun. Mais là, si on sait que cet enthousiasme-là, que moi, en tant qu'adulte, je dégage, va avoir un impact majeur sur l'enthousiasme général des enfants, ben ça me donne quand même un gros méga pouvoir, là. Vraiment. Sur la motivation générale. Surtout quand on sait que ton travail, si tu es dans un enseignant, c'est de faire apprendre, puis que quand l'enfant est en position d'enthousiasme, il apprend mieux. Son cerveau fait en sorte qu'il apprend mieux de façon plus durable. C'est fou. Dan Siegel, qui est quand même un grand spécialiste du développement de l'enfant puis du cerveau, justement, il dit qu'en ce moment, du point de vue de la vie de parents, la vie de famille, on se pose quand même de plus en plus de questions. On veut mieux comprendre, puis souvent, on passe par plus de stimuli. T'sais. On veut stimuler nos enfants pour qu'ils se développent plus, qu'ils se développent mieux. Mais de son point de vue à lui, il disait on devrait arrêter de se poser des questions sur la quantité des stimuli. En fait, on devrait en avoir moins, puis se poser beaucoup plus de questions sur la façon dont on va interagir, sur les modes d'interaction qu'on va avoir avec nos enfants. Parce que justement, nos enfants, naturellement, vont venir faire des « Maman, viens, regarde, viens. » Fait que le point de vue, c'est pas tant de moi lui offrir 10 millions d'affaires pour qu'il puisse jouer puis être stimulé. C'est de répondre adéquatement à son enthousiasme. Ouais. C'est là où ça va être beaucoup plus marquant pour son développement cérébral que la quantité de stimuli au final. Oui, c'est vraiment... Ouais, j'adore ça, c'est vraiment bon. C'est qui? Dan Siegel. OK, je connaissais pas, mais j'aime vraiment la façon dont, finalement, c'est une posture de l'adulte. Puis il y a quelque chose de fou quand tu le nommais, j'avais jamais fait le lien, mais tu sais, l'enfant qui vient, qui sait qu'il doit pas t'interrompre quand tu parles parce que c'est sérieux, qui sait qu'il sait là, qu'il faut pas qu'il t'interrompe. C'est un débordement tellement fort. Son cerveau le pousse à venir te déranger parce qu'il a besoin de cette médiation-là, il a besoin de ce partage-là pour répondre au pourquoi qui doit émerger. C'est ça, il essaie de donner du sens. C'est ça, c'est vraiment, vraiment fou. Puis quand on parle de posture, je pense que c'est vraiment, tu l'as vraiment super bien expliqué, c'est comme adulte, comment on accueille cet enthousiasme-là. Ouais, j'aime vraiment ça, je connaissais pas ça. Merci. Mais tu sais, c'est parce que ça me fait aussi penser justement dans Cultiver l'émerveillement, Catherine Lécuyer, elle se demande pourquoi en ce moment on a tant de défis, de motivation avec les ados et tout. Puis on parle justement de cette posture-là d'adulte, de notre rôle important, mais on oublie que l'enfant, il y a déjà tout ça. Puis des fois, on se casse la tête à vouloir offrir. Puis là, on le fait avec plein de bonnes intentions, là. Le cours de ci, le cours de ça, organiser telle affaire, offrir tel jeu, tel jouet, parce qu'on veut pas qu'il manque de rien. Puis on le fait avec plein de bonnes intentions et bonne volonté. Sauf que là, on vient en espèce de surcharge. Puis quand ton enfant, il fait « Viens voir. Attends un peu. » Mais finalement, c'est dans ces moments-là où ça aurait été crucial de continuer de nourrir l'enthousiasme
puis on fait l'inverse, on l'éteint, puis après on se demande pourquoi il n'y a plus de motivation intrinsèque. Tu sais. C'est vraiment involontairement. Oui. C'est ça qui... Je sais pas d'où vient cette posture un petit peu de... Cette croyance, en fait, que le cerveau doit être occupé constamment, puis que c'est là qu'il va le mieux se développer, alors que les neurosciences le crient. La meilleure affaire, probablement, pour que le cerveau se développe, c'est laisse dormir ton enfant au maximum, numéro 1. Et peux-tu lui permettre de s'ennuyer? Parce que si la personne qui s'ennuie, là, c'est peut-être l'enfant, mais son cerveau, clairement, non. Lui, pendant l'ennui, ce qu'il fait, c'est qu'il remet des morceaux en place là, de casse-tête. Il continue de réfléchir. Il fait des liens qu'on ne pensait pas faire. C'est pas pour rien que l'affaire la plus ennuyeuse, c'est la douche, là, en tout cas pour moi. Puis que souvent, il y a des bonnes idées qui sortent de là. C'est parce que mon cerveau, justement, il est sur le pilote automatique. Je fais pas grand-chose. Puis de là, émergent des choses. Il a continué d'être actif. Fait que cet ennui-là, dans l'apprentissage, c'est un facteur d'équation qu'on enlève souvent avec tellement la bonne intention de dire « OK, je vais y en donner plus. Il va faire des exercices de plus. Il va faire des affaires de plus. Puis je vais le questionner sur ça. » Mais le cerveau... à être étouffé comme ça, c'est pas là qu'il fait des liens. Il n'y a plus d'espace. Il ne peut plus les créer, ces nouveaux liens-là. Exact. Il n'y a plus d'espace. Et c'est là que, je serais pas fou, là. On m'emmène du divertissement, de la stimulation, puis c'est là que ta capacité à t'enthousiasmer en général diminue. On te nourrit, on te le met dans la bouche, tes activités de... L'horaire surchargé. Exact. Ouais. Fait que, malheureusement, c'est à ce moment-là... Puis l'été, on achète des cahiers pour être sûr qu'ils perdent pas le beat. Là. Oui, c'est ça. Puis tout part d'une bonne intention, encore une fois. Oui, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on se bat un petit peu contre quelque chose qui est là de base, qu'il faut juste préserver. Oui. Tu sais, t'as même pas besoin de le faire émerger. Si on faisait attention comme structure d'apprentissage institutionnel, là, je parle de l'école, des CPE, si on prenait nos moyens de réflexion pour dire « Hey, comment on peut canaliser, optimiser les sources d'enthousiasme des enfants avec qui on travaille », ben, on serait déjà ailleurs comme système éducatif. On pourra faire un épisode là-dessus, là, dans... 6 mois, je reviens à chaque 6 mois. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment une pépite, c'est une denrée rare qu'on a juste à entretenir. Ah ouais. Puis, tu sais, ça aussi, il y a des recherches qui le démontrent, qui ont été faites, qu'après une période de 15 minutes d'ennui, la créativité est toujours augmentée. Puis, on parle d'ennui, puis on dirait que, tu sais, tout de suite, c'est comme négatif comme terme. Mais tu sais, c'est aussi un simple moment d'inactivité, de calme. Même le silence, c'est rare, là. Puis je me suis fait la réflexion en auto. Je me cherchais quoi mettre, tu sais, quoi écouter. À un moment, je savais juste plus, j'ai rien mis. Puis j'ai eu un moment de « c'est rare que je fais ça. » Tu sais, que juste observer ce qu'il y avait autour de moi, puis pas à écouter d'autres choses, pas avoir une attention divisée, là, séparée sur plusieurs choses. Là. Nos enfants non plus, ils n'ont pas ça, ces moments-là. Puis ça permet de se retourner vers soi, de te retourner vers tes pensées. Donc, nécessairement, ça t'emmène à un processus intérieur pour créer autre chose ou pour revenir sur quelque chose que tu as vécu il n'y a pas longtemps. Ou, tu sais. Fait que ces moments de silence-là sont hyper importants pour les enfants aussi, puis ils les vivent plus, tu sais. Puis, tu sais, c'est un peu comme dans le jeu, qui est la réponse au débordement d'enthousiasme, mais l'enthousiasme, il émerge toujours de l'enfant. Mm-hmm. Enthousiasme-toi pour les micros, Anne-Marie, maintenant, là, ça marche pas, là, ça se conjugue pas à l'impératif, l'enthousiasme. Tu peux pas obliger quelqu'un de s'enthousiasmer pour quelque chose. Ouais. Mais cette connexion-là nécessaire pour faire émerger ça, pour dire c'est quoi qui m'enthousiasme, c'est effectivement, si on ne laisse pas la chance à l'enfant de la faire émerger, elle n'émergera pas. Puis il va juste dire, j'attends la prochaine affaire qui est censée me faire un gros wow. Puis là, on tombe dans la fascination. Ouais. Hein, si on reprend notre analogie, là, on a notre bougie d'allumage, qui est l'émerveillement, notre petite flamme continue, notre moteur d'agir, qui est notre enthousiasme.
Puis on a notre feu de paille, qui est la fascination, qui brûle intensément, mais qui s'éteint aussi rapidement. Ouais. Donc, on le voit un peu devant les écrans, là. Exactement. Tous les enfants ont l'air d'aimer le moment devant l'écran. Souvent, on a l'impression même qu'ils sont concentrés, mais il y a une grande distinction entre la concentration puis la fascination. La concentration puis l'émerveillement puis l'enthousiasme, c'est une énergie qui va justement sortir de l'enfant, qui va émerger de l'enfant puis qui va motiver, qui va pousser à agir. Tandis que la fascination, elle fait l'inverse, elle vient gruger. Elle rentre, ouais. C'est ça. Elle vient prendre ton énergie, elle vient prendre ta concentration, ton attention, elle te le prend, mais elle n'a pas servi à mobiliser quoi que ce soit. Exact. Fait que, quand on observe, on peut avoir l'impression qu'ils sont concentrés, mais ils sont fascinés, puis c'est une distinction importante. Là. Il y a pas... Puis nos enfants sont des êtres de relation. La meilleure façon d'apprendre pour un enfant, c'est d'être en relation humaine. Exact. Il n'y a jamais aucun écran qui va compenser pour ça. Là. Elle parle de la génération Baby Einstein. Oui. Avec les DVD, puis qu'ils prônaient vraiment comme... les jeux éducatifs, là, ça apporte rien. Là. Ça a été vraiment démontré. Puis même la compagnie qui a créé Baby Einstein s'est engagée à rembourser chaque parent qui a pensé que ça pouvait être bon pour le développement de son enfant. Là. Ils ont été obligés de le faire parce que maintenant, c'est démontré que ça n'apporte rien, t'sais. Si tu veux l'accorder quelques minutes, ça, c'est autre chose, puis ça appartient aux familles, mais il faut être conscient que ça apporte rien au développement. C'est vraiment le contact humain, puis l'élan naturel de l'enfant pour apprendre. Oui, puis tu sais, il y a eu toute une saga avec les personnes âgées aussi, tout ce qui est brain gym et tout ça. Ah ouais. On faisait un petit peu à tort croire que s'entraîner comme ça, ça allait décupler les capacités du cerveau, mais... Il n'y a rien comme se focusser sur ce qui anime naturellement la personne. C'est ça qui est beau. Puis comme parent, comme pédagogue, ça rend les choses beaucoup plus simples. Ouais. Tu n'as pas la meilleure recherche de jouets à faire. Tu n'as pas la meilleure application à trouver. La meilleure application, c'est toi. C'est t'asseoir avec ton élève, jaser des dinosaures. Et parce que ton enfant va être dans une disposition cognitive optimale, il risque d'apprendre beaucoup plus facilement. Fait que oui, on peut apprendre sans enthousiasme. Effectivement, on peut apprendre sans enthousiasme. On a tout un parcours scolaire qui le prouve. Mm-hmm. Puis si on est du côté cognitivement favorisé un petit peu par la biologie naturelle, ben on va même sortir de l'école en disant hey, « j'étais un bon élève ». Mais en bout de ligne, il nous reste la même maudite affaire que les élèves dits moins bons, c'est-à-dire à peu près 20% de ce qu'on a appris. Mm. Il y a cet aspect-là aussi, c'est qu'en petite enfance, ils ont cette disposition-là naturelle à l'enthousiasme et ils s'enthousiasment devant tout. Donc, ils s'enthousiasment devant leur monde. Ils vont s'enthousiasmer autant par le fait que la porte grince ou que tu sors d'une place, que l'escargot, ça fait une petite trace luisante quand ça avance. Ils s'enthousiasment devant tout, donc devant le monde en général. Puis là, on rentre dans le système scolaire ou même parfois en CPE très organisé, on vient fragmenter le monde. On vient faire, non, ça, c'est la catégorie mathématiques, ça, c'est la catégorie français. Et un jour, ce sera nécessaire, là. Mais on a l'impression qu'il faut le faire rapidement, apprendre les chiffres, apprendre les lettres, puis tout décortiquer. Mais de garder cet enthousiasme-là général pour le monde, c'est quelque chose, justement, qui peut se faire vraiment en laissant de la place puis de l'espace aux jeux libres puis aux jeux désorganisés puis au monde non structuré. L'enfant, il n'a pas besoin rapidement qu'on vienne mettre des catégories d'apprentissage, des catégories de développement. C'est important. C'est pour ça que le jeu libre qui émerge de l'enfant puis qui n'est pas structuré est aussi si important parce qu'il laisse la place à l'émerveillement au monde entier. Oui, j'ai envie de répéter une phrase qu'on avait dit dans le jeu, parce que je me dis tant pour avoir la tribune, autant en profiter. Le jeu
L'adulte devrait, dans le jeu de l'enfant, aller le rejoindre dans son monde. C'est tellement un beau cadeau de permettre à l'enfant de faire les apprentissages dans son monde. Fait que ton élève, ton enfant qui joue, parce que porté par son enthousiasme sur les dinosaures, il joue aux dinosaures, ben toi, en allant t'asseoir avec, on va compter les dinosaures, on va compter combien il y a de, je sais pas moi, de roches qui doivent déplacer pour se protéger du volcan. On va travailler les mêmes notions, mais en contexte porté par l'enthousiasme. Et c'est là que ça fait toute la différence. C'est le cerveau qui t'ouvre la porte en disant « Nourris-moi, puis je risque de bien le retenir parce que je suis dans les meilleures dispositions pour ça. » Ah ouais, c'est Fait fou. que le jeu qui est ce moteur-là qui émerge de l'enfant, qui répond à ce débordement d'enthousiasme-là, ou comme on l'avait mentionné, oui, évolue. On joue pas pareil quand on est au secondaire ou quand on... Sauf que c'est toujours une réponse à un certain enthousiasme qui fait en sorte que c'est là-dessus qu'on doit agir quand on veut, comme pédagogue, optimiser nos chances de faire apprendre. Ouais. Je pense qu'il y a l'élément de la nature aussi qui est important. Je pense que si on veut, mettons là, on fait, OK, là, je pense qu'il faut que je ramène un peu d'émerveillement dans la vie, ou dans notre quotidien, par quoi je commence, qu'est-ce que je peux faire, tu sais. Tout de suite, moi, je pense à la nature. Ouais, c'est des... elle est remplie de processus naturels, fascinants. Bien là, fascinant dans le terme intéressant qui va justement venir susciter notre enthousiasme puis notre émerveillement. Puis de s'attarder à regarder les feuilles changer de couleur à l'automne, à entendre le son quand je marche dedans, à prendre soin d'un potager qui va prendre un certain temps, tu sais, avant de fournir quelque chose que je vais pouvoir éventuellement cuisiner, transformer, de voir la transformation d'une chenille en papillon. C'est de connecter avec la réalité à l'état pur. C'est un bon point de le faire dans la nature, parce que c'est juste ça, c'est juste émerveillant. Ce qui génère notre monde est émerveillant. C'est pas pour rien que les enfants ont « Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? » C'est ce regard-là qu'ils portent. Fait que, oui, retourner dans la nature, mais juste accepter tous les pourquoi de nos enfants, puis se mettre à leur hauteur, puis hey, on va l'apprendre ensemble, puis on va se renseigner. Mais juste ça, on partage ce moment d'enthousiasme-là avec tous les bienfaits qu'on vient de nommer. C'est une piste, je pense, qui est intéressante à exploiter. Oui. Puis tu sais, tous les processus que j'ai nommés sont longs. Tu sais, souvent, on a l'impression que nos enfants ont de la misère à attendre. Tu sais, oui, il y a quelque chose de naturel dans l'enfance tout petit qui est juste... Ils n'ont pas cette capacité-là. Puis après ça, en grandissant, des fois, on dirait qu'ils ont de la misère à se mobiliser à long terme sur quelque chose, des projets plus à l'adolescence ou des projets scolaires, puis il faut que ça soit... Tu sais, que ça demande des efforts longtemps. Est-ce que tu es toujours connecté aussi au fait que tout ce qui est beau et bon, tout ce qui a de la valeur prend du temps? Oui. Bien, il y a quand même quelque chose là qui peut t'aider à te mobiliser sur du long terme. C'est d'avoir vu ces processus-là qui sont pas instantanés, qui nécessitent plusieurs étapes, les saisons, les cycles, tu sais, de comprendre que le monde est régi par ce genre de choses-là. Ça je sais pas, ça donne un regard que, ben moi aussi, si je veux créer quelque chose qui est bon, puis qui a de la valeur, puis qui a de l'impact, ben ça se peut que ça me prenne du temps. Ça se peut que j'aille plusieurs étapes à passer, puis ça, on dirait que on revient peut-être un peu à l'ennui. Tu sais, apprendre à accepter ça, qu'il se passe des choses des fois à l'extérieur de nous. Mais effectivement, c'est... Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça fait déjà un bon tour de... Oui. J'aime bien l'enthousiasme, comment on l'a vraiment. Tu vois, pour moi, au début, c'était vraiment plus émerveillement, comme de laisser, de ramener ces moments-là vifs, tout simplement. Tu sais, de ramener nos enfants à triper, à regarder la goutte d'eau couler dans la porte patio, de ramener notre rythme de vie permettant à nos enfants
de s'arrêter à chacune des craques. Je veux dire, je sais que c'est pas possible à tous les jours, puis... Mais est-ce qu'on le fait au moins une fois par jour? T'sais? Est-ce qu'on s'y arrête régulièrement? T'sais, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de... À toutes les fois que je fais « Attends, wow, non, je viens pas. » qu'on éteint tranquillement cet enthousiasme-là. Fait que juste d'avoir l'œil sur nos gestes puis sur notre posture. Puis si aujourd'hui, on retient que prendre ce temps-là, c'est probablement la meilleure action éducative qu'on peut faire. Mais c'est déjà un beau message qu'on réussit à passer. De dire, comme moi, comme parent, oui, je m'impose à ma préparation de souper parce que je sais que le moment que je vais t'accorder va être super riche dans ton développement. Ben pour moi, si ce message-là commence à rentrer, là, je vais être vraiment content. Oui. Puis tu sais, on se demande souvent qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit agir, est-ce qu'on peut leur procurer telle chose ou les inscrire à telle place. Puis là, tu sais, dans le fond, on a juste envie de dire ralentissez, faites moins de choses, connectez-vous à l'enthousiasme, puis ça va déjà être génial, tu sais. Puis justement, un geste majeur. Fait qu'on ne demande pas d'en faire plus. On dit, faites-en peut-être même moins. Ralentissez, puis prenez le temps de voir cette beauté-là dans l'émerveillement, dans les yeux de vos enfants qui est là. Au rythme de vos enfants, au rythme de l'enfance. Ouais. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas nommé, là, que tu te dis, ça, j'aurais aimé ça le dire. Tu peux regarder ton petit papier que t'avais noté. Non, écoute, je pense que ça fait un bon, ça fait un bon tour, là, vraiment. Là. Fait qu'on essaye de garder la magie dans les petites choses. C'est le plus beau geste éducatif qu'on peut faire pour nos enfants. Oui, exact. Génial. Et là, on disparaît. Mais en fait, je vais juste vous inviter, si vous avez envie d'aller lire le livre dont on a parlé un peu. Toi, il y en a plein d'autres en plus, en lien plus avec l'enthousiasme, mais celui qui a comme... Initier la discussion d'aujourd'hui, c'est celui de Catherine Lécuyer, Cultiver l'émerveillement. Catherine Lécuyer, elle est originaire du Québec, mais maintenant, elle vit en Espagne. Puis c'est une docteure en sciences de l'éducation et en psychologie. Il y a vraiment des perles là-dedans de phrases fortes qui devraient être inscrites et gravées partout. Puis il y a beaucoup de choses, c'est ça, qu'elle nomme dans son livre, qui, quand on lit d'autres auteurs, ça prend le nom d'enthousiasme. Alors j'espère qu'aujourd'hui, on a essayé de, un peu à notre façon, notre compréhension des termes, de faire la différence entre les deux. Mais le message général, c'est vraiment, c'est ça, de surfer sur cet élan naturel-là qui émane de l'enfant. Puis André Stern, je vois que tu as son autre livre. Il parle beaucoup d'enthousiasme dans son livre Jouer aussi, qu'on avait proposé pendant l'épisode dans le jeu. Puis là, il vient de sortir une masterclass vidéo, une centaine de dollars, puis ça résume pas mal l'ensemble de ses ouvrages, et quelques heures de vidéos, des espèces de cours là, par module. Puis il y a un module, entre autres, sur l'enthousiasme, qui est vraiment intéressant, vraiment captivant. Il est vraiment enthousiaste à parler d'enthousiasme. C'est bon. D'ailleurs, tu devrais faire tirer un livre à quelqu'un qui compte le nombre de fois où on dit enthousiasme dans ton podcast. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. Moi, ça serait mes deux recommandations. Ben, je remonte celui-là. Là, j'avoue, je ne l'ai pas terminé, mais tu m'en avais parlé souvent, puis j'avais vraiment envie de le lire. Donc, Les rythmes et rituels de l'enfant, de André Stern. Je viens de le commencer. Là, j'ai une 40aine de pages de livre, puis j'adore. Ça se fait super bien en plus. Ça se lit super bien. Il y en a qui sont plus lourds que d'autres, mais c'est deux livres qui se lisent vraiment bien. Ouais. Fait qu'on espère que c'est un sujet que vous avez apprécié. Que vous avez senti notre enthousiasme à en parler. Que oui. Alors, merci beaucoup pour cette belle discussion.